Je suis paysan à la retraite. J'ai été empoisonné par les pesticides, donc moi ce film m'intéresse énormément. Je suis paysan dans le département de l'Ain. Je suis déjà venu plusieurs fois à Draguignan avec chez les colibris, mais cette fois-ci je suis resté à la maison. Michel, tu vas peut-être présenter les colibris. On fait, nous, la semaine d'alternative aux pesticides. On en est à la 13e année. On a démarré en 2009. On avait enregistré une chanson alerte aux pesticides. Et puis depuis, on continue tous les ans à soutenir un petit peu cette association Génération Future qu'on aime bien, qui font un travail formidable. Si maintenant Georges peut se présenter aussi. Bonjour, Georges Baroni, donc membre de la Confédération paysanne. Au sein de la Confédération paysanne, je fais partie de la commission pesticides et donc j'ai accès à un certain nombre d'informations nationales, locales, etc. Ce qui me permet d'avoir balayé depuis quelque temps un petit peu les données nouvelles, les changements de position du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement, etc. Et j'aurai grand plaisir, bien sûr, à la fin, à répondre à toutes vos questions en lien avec pesticides, agriculture, bien sûr, et donc ce que vous allez manger produit par les agriculteurs, et même les pesticides que vous pourriez éventuellement, et je sais que vous ne le faites pas, utiliser dans votre jardin. Pour information, que moi aussi je fais partie de la Confédération paysanne, que j'ai été pendant 9 ans au comité national de la Confédération paysanne et que j'ai été secrétaire général de la Confédération paysanne Rhône-Alpes. On est en terre connue. Donc, je vais peut-être reprendre un petit peu la chronologie de mon empoisonnement. Je me suis installé en 1972 à l'agriculture chimique industrielle. Eh bien, j'y croyais. J'étais persuadé que c'était cette agriculture-là qui allait nourrir et empêcher la faim dans le monde. J'avais passé un brevet professionnel agricole où j'avais appris cette agriculture chimique industrielle. Alors, je dis bien chimique industrielle, je ne dis pas agriculture conventionnelle, parce que j'estime que le mot conventionnel nous a été volé, qui est fait conventionnellement depuis des millénaires. Ce n'est pas cette agriculture chimique et industrielle qui a été mise en place au début des années 60, fin des années 50. Mais moi, cette agriculture-là, vraiment, moi, j'y ai cru. Chaque fois qu'on mettait un pesticide supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Chaque fois qu'on mettait un engrais supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Et ça, voilà, moi, quelque part, dans ma jeunesse, ben, j'ai pris mon pied à faire ça. Et il a fallu attendre 1984. En 1984, eh ben, l'accident chimique. L'accident chimique qui fait que je me suis retrouvé empoisonné en traitant des pucerons sur le blé, tout simplement. Mais à l'époque, on n'avait pas de tracteur avec cabine, on n'avait pas de, on prenait aucune précaution, rien du tout. Hein. Voilà, tout le monde faisait comme ça, puis on nous en parlait pas. Et je me suis retrouvé d'un seul coup, quand je finis de traiter, ben, une urticaire géante commençait à se développer sur l'ensemble de mon corps. Et puis j'avais de plus en plus de peine à respirer. Donc je suis parti à l'hôpital illico presto. Mais en partant à l'hôpital, j'ai pris le bidon qui m'avait empoisonné parce que j'étais déjà persuadé que c'était à cause de ça que j'avais des problèmes. J'arrive à l'hôpital, je faisais un œdème de Quick, j'étais plus qu'à 5 de tension. Alors j'ai eu la vie sauve grâce à ce bidon parce que l'hôpital a téléphoné au centre antipoison qui a permis de démarrer le protocole tout de suite sans attendre le résultat de la prise de sang. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais ça a laissé des traces, ça a laissé des traces sur tout mon corps. Eh bien, j'étais devenu, à 35 ans, puisque ça m'est arrivé, j'avais 35 ans, j'étais devenu un homme, mais un homme impuissant. Quand ça t'arrive sur le coin de la gueule, eh ben ça, il faut le vivre. Les années qui ont suivi, insidieusement, je me suis mis à prendre du poids. Parce qu'en 1984, j'étais un beau jeune homme de 35 ans, 1m72, 72 kilos, et j'avais pas de soucis. En 2003, je me suis retrouvé à 135 kilos. Chaque fois que je voyais le médecin, il me disait, il m'engueulait parce que je faisais pas attention. Il a fallu attendre 2016
pour apprendre que j'avais un problème hormonal qui avait été dû à cet empoisonnement chimique. C'est-à-dire que j'avais plus l'hormone de la satiété. Je suis quelqu'un qui n'a jamais faim, mais qui n'a jamais plus faim. Donc, quand je me mets à manger, j'ai jamais plus faim. Voilà. Et puis, une autre hormone qui n'est plus présente chez moi, c'est l'hormone qui aide à brûler les graisses. Ce qui arrive quand on est à 135 kilos, eh bien, on se retrouve à faire une crise cardiaque. Je me suis retrouvé avec une crise cardiaque en 2003. Le médecin qui m'opère, et ça c'était mon deuxième joker, puisque je m'en suis sorti, le médecin qui m'opère, il me fait « Monsieur Boinon, si vous ne faites rien, je vous revois dans moins de 6 mois, si je vous revois. » Il ne pouvait pas être plus clair. Alors là, j'ai fait un régime draconien pendant tout mon arrêt de travail, les 8 mois d'arrêt de travail. J'ai perdu 35 kilos. Alors j'ai été content parce que j'étais retombé au quintal. Donc voilà. Mais dès que j'ai repris le travail, eh bien, insidieusement, parce que je savais toujours pas que c'était un problème hormonal, eh bien, je me suis mis à reprendre du poids. Alors moins, mais je me suis mis à reprendre du poids. En 2003, j'ai pris tous les jours des bêta-bloquants, des statines, j'en passe et des meilleurs. Et en 2015, je me suis retrouvé avec un cancer de la prostate. Les produits chimiques que j'ai employés dans ma jeunesse, plus les médicaments chimiques que j'ai mangés tous les jours pendant 15 ans, fait que c'est tout ce cocktail qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant cet écran, mais je suis avec des protections. C'est-à-dire que depuis 2015, je me pisse sur moi. Voilà la réalité de l'agriculture chimique et industrielle. Alors, il y a une première question qui était, est-ce que vous croyez qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont conscients de ce problème ou non? Il y a aussi une question qui m'intrigue, qui est posée par Eric, qui me parle de malherbologie qu'il aurait étudié dans des cours de malherbologie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est assez étonnant. La lutte contre les mauvaises herbes, donc contre la biodiversité et pour la monoculture. Alors, ce serait enseigné sur un BTS agricole de 1984. Bon, je peux répondre à la première question, si tu permets, qui concerne combien d'agriculteurs. Alors, il est certain qu'à l'heure actuelle, il y a un changement dans le monde agricole qui est en particulier initié par la nouvelle génération, soit de jeunes agriculteurs qui n'étaient pas des ruraux, qui ne sont pas issus d'une famille paysanne, qui sont donc des nouveaux, on dit des néo-ruraux, c'est un peu un mot qui n'est pas très bien adapté parce qu'ils sont formés, ils ont fait des études, ou bien ils se sont formés sur le terrain et ils sont aussi bons que les autres. Donc il y a progressivement une prise de conscience. C'est pas pour rien qu'on voit une augmentation de la production bio, c'est un des reflets. On voit qu'il y a au sein des structures syndicales les plus proches des pesticides, de l'agriculture industrielle, comme l'a dit Gérard, c'est surtout ça. On voit au sein de ce syndicat majoritaire, la FNSEA, qui est en permanence en train de nous dire, comme ce brave paysan, jeune paysan dans son hangar, on ne peut pas faire autrement, ce qui est une aberration. On a la preuve en face, les 20 à 25% d'agriculteurs qui sont passés en bio. On ne peut pas faire. Et ça, quand vous entendez un paysan qui dit ça, vous pouvez être certain qu'il a pris conscience. Et ce n'est qu'une expression, un échappatoire, parce qu'il ne peut pas dire qu'il a tort. Il ne peut pas dire qu'il a utilisé un produit dangereux ou si ce n'est vraiment prouver un produit qui est toxique pour l'environnement. Il prend une position de défense. Voilà, ça c'est la première chose. Après, dans les exemples d'agriculteurs qui sont malades, oui, il y en a beaucoup. La plupart le taisent. La plupart ne disent rien
car effectivement, c'est se retrouver dans la situation qu'a décrit Gérard, où on a une sorte de sentiment, pas de culpabilité, mais de ne pas avoir fait le bon choix, la bonne méthode. On se pose des questions. Et en général, ces gens-là sont, en plus de la maladie, malheureux par ce qui leur arrive à cause de cette perception de la dangerosité des produits qu'ils ont utilisés. Tu as dit, on n'ose pas le dire. Tu sais, moi, c'est vrai, moi j'ai été un taiseux, je ne l'ai même pas dit à ma famille pendant des années et des années, et je ne l'ai dit qu'en 2008. Voilà, il y avait une autre question qui était sur la malherbologie, hein, traiter les herbes. Oui, il existe. Alors moi, je sais qu'il y a à Dijon une section justement qui travaille pour là-dessus, sur l'herbe, hein, sur devenir malherbologue. Hein. Euh, fait la connaissance de toutes les herbes, hein, et puis comment s'en débarrasser sans forcément de produits chimiques. Parce que les produits chimiques, ben, comme on a dit, sont dangereux. Alors c'est vrai que dans le film, moi j'ai vu, bon, il y avait le glyphosate qui était sur le banc des accusés, hein, clairement, et il l'est, hein, et pour moi il est dangereux, mais le Roundup est encore plus dangereux que le glyphosate. Alors, c'est-à-dire la molécule principale qui est le glyphosate, il y a des adjuvants qui, eux, sont testés, mais sont testés individuellement et pas collectivement avec la molécule principale qui est le glyphosate. Et le pire de tout, c'est qu'il y a des adjuvants, et les adjuvants, ils font partie du secret de fabrication, hein, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et là, on vient de l'apprendre, hein, c'est le professeur Seralini qui a découvert de l'université de Caen, hein, il y a 42% d'arsenic dans le Roundup. C'est-à-dire qu'à cause des brevets eh bien, on nous ment en permanence. Alors, les agriculteurs sont de plus en plus conscients de ça. Moi, sur ma commune, la CUMA a acheté un pulvérisateur parce qu'on ne va pas changer quand même tout. Hein. Ils ont encore besoin de pulvérisateurs, mais ils ont un pulvérisateur collectif qui est mené avec un tracteur avec une cabine à charbon actif pour qu'ils se protègent le maximum. Je ne veux pas dire que ça les protège complètement, ça ne protège pas les voisins, ça protège. Hein, mais bon, ils essayent de faire un certain nombre d'efforts, ça faut le reconnaître. Donc l'important c'est de créer des alternatives, de mettre des alternatives en place, et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui mettent des alternatives et notamment qui passent en bio. C'est la bonne idée de passer en bio. Bon, tu as des questions, Michel? J'avais une question. Combien d'agriculteurs ont pu faire reconnaître leur maladie comme maladie professionnelle due aux pesticides? J'avais noté qu'ils étaient un peu plus d'une centaine, je crois. Non, la particularité, c'est qu'effectivement, un certain nombre de maladies dans le monde agricole ont été déclarées maladies professionnelles. C'est pas pour ça qu'a été dit clairement que c'était lié à telle marque de pesticides. On sait que, comme ça a été dit dans le film, les lymphomes non-hodgkiniens sont dus à une gamme de pesticides qui est bien connue. C'était dû en particulier au Roundup, puisque ça avait déjà, à l'époque où on se battait contre les OGM, ça avait déjà été montré par Seralini et par d'autres études internationales. Alors, combien d'agriculteurs sont directement malades suite à ça? Il faudrait le demander à l'ARS et je pense qu'on ne le saura pas. Moi, je suis très étonné dans ce film. C'est moi qui vais poser la question. Je suis très étonné de la position des scientifiques. J'ai été de ceux qui nous ont été montrés. C'était tout au conditionnel. On pourra, peut-être. Il n'y avait pas une affirmation. Et j'ai même entendu ce monsieur Koumoul disant oui, on fera des progrès, mais on a toujours besoin, etc. Moi, je n'entends pas ce discours. J'entends pas du tout parce que
quand on a des résultats comme nous l'a apporté Seralini, ou bien comme je vais vous en citer un très récent, les perturbateurs endocriniens et autres produits mutagènes. La revue Human Reproduction, qui est une revue scientifique qui parle des problèmes de fertilité et de reproduction humaine, vient de publier un concentré, un résumé d'une étude qui a été faite entre 2002 et 2014. Et on a trouvé 90 000 cas d'enfants qui ont des problèmes de testicules qui ne sont pas redescendus. Il y a une augmentation en tout, en fait, par rapport à l'étude et aux enfants étudiés, de 36%. Et on considère que c'est le résultat des PCB, de la dioxine et des pesticides perturbateurs endocriniens. Alors, voilà, on en est là. Et je ne sais pas si la question viendra, comment on va faire pour arrêter ça? Parce que vous voyez mon âge, vous vous doutez de mon âge. Ça fait combien d'années que l'on se bat, comme Gérard, contre les pesticides, contre Michel dans son organisation, et on ne voit pas beaucoup d'évolution dans le sens que nous attendons, si ce n'est le développement de la bio, mais qui est le résultat d'une prise de conscience de la population qui, comme consommateur, amène un groupe de plus en plus important d'agriculteurs à se tourner vers le bio. Voilà. Ici, sur les SDHI, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. De la part de Michel, qui est une nouvelle génération de pesticides. Sont-ils souvent utilisés par l'agriculteur, nous demande-t-il. Et SDHI. L'hydrogénase, quelque chose d'autre, c'est un fongicide qui a la particularité d'arrêter la respiration de l'organisme qu'il vise, c'est-à-dire les champignons, entre guillemets. Et donc, par extension, il a le même effet sur les êtres vivants. Et les tests qui ont été menés ont montré qu'effectivement, il avait une atteinte sur tous les organes vivants et dans l'homme. Et il a fait l'objet d'une lettre de plus d'une centaine de scientifiques de l'IRM, de l'Institut de recherche médicale, le sigle m'a échappé, et qui ont écrit au gouvernement en disant, ça date d'il y a 1 an et demi à peu près, qu'il fallait absolument arrêter. Il n'y a pas eu de réponse. Je vous rassure, il n'y a pas eu de réponse. Oui, on commence à en parler de plus en plus. Encore pas assez de recul par rapport à ces molécules. Bon, on nous a interdit on nous a interdit l'atrazine à un moment donné quand on s'est aperçu qu'elle devenait mauvaise. Mais pendant combien d'années, moi, j'avais été intoxiqué par du D6. Le D6 n'a été interdit qu'en 2000, alors que j'avais été intoxiqué en 84. On nous dit il n'y a pas de risque, ils ont leur AMM, leur autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas de souci, vous pouvez les prendre, il n'y a aucun problème. Et puis quelques années après, on s'aperçoit qu'ils sont dangereux. Alors moi, je reviens sur le Roundup, le glyphosate Roundup. Bon, on va peut-être l'interdire, on va peut-être arriver à l'interdire, bien qu'il y ait une résistance énorme. Mais on sait qu'ils ont déjà trouvé des molécules, notamment l'allié. C'est une molécule qui s'utilise, tenez-vous bien, à 15 grammes hectare. Qu'on vienne pas me raconter qu'elle n'est pas dangereuse. Elle tue toutes les herbes, à 15 grammes hectare. Voilà, ils vont remplacer le glyphosate par l'allié. Alors en plus de ça, ils sont très malins parce que appeler l'allié, l'allié des paysans, l'allié des agriculteurs, c'est au niveau pédagogique, c'est super bien, mais n'empêche que 15 grammes hectare. Et quand on fait ça, mais moi, quand j'ai appris ça, mais ça m'a rendu fou, quoi. On aura toujours un temps de retard par rapport à ces grandes transnationales. C'est pour ça qu'il faut impérativement se lancer dans les alternatives
notamment aux pesticides, aux OGM, hein, parce que les OGM, c'est la même acabit que les pesticides, puisque les plantes OGM sont des plantes pesticides qui produisent eux-mêmes leur insecticide pour le maïs qui résiste, qui est vendu aux paysans ou le soja qui doit résister à la pyrale du maïs. Eh bien, c'est le maïs lui-même qui produit son insecticide. Comme une vipère produit son venin, le maïs produit son insecticide. Pour celui qui résiste au Roundup, hein, eh bien, toi, tu vas traiter ton champ de soja ou de maïs avec du Roundup. Le soja ou le maïs ne va pas crever puisqu'il résiste, mais il aura absorbé la molécule et toi, tu vas le donner à manger à tes animaux ou tu vas le manger toi-même. C'est une aberration complète et insupportable. Et il est évident qu'il faut arriver au bio. C'est pas les nouvelles choses qu'on est en train de nous, hein, l'agriculture raisonnée. Maintenant, c'est le HVE. HVE, oui. Alors, les questions, Michel. Ben, il y a des questions qui tournent un petit peu toujours le même problème. Moi, j'aimerais bien maintenant poser une question positive, en particulier à Gérard, parce que Gérard, il a eu cet accident, il est resté paysan. Comment tu t'en es sorti en te passant des produits? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'un seul coup, progressivement, et quelle solution as-tu trouvé? Ça me paraît intéressant maintenant d'aborder ce problème, quoi, des alternatives aux pesticides. Oui, alors, merci de me lancer sur les alternatives parce que c'est ça qui m'a fait vivre. Tout de suite, dès 84-85, j'ai dit, puisqu'il m'est arrivé ça, je vais passer en bio. Et très rapidement, je me suis aperçu que je pouvais pas le faire, du moins rapidement. Je pouvais pas le faire tout simplement parce que quand j'étais agriculteur chimique, hein, quand j'étais exploitant agricole avant de devenir un paysan, eh bien, j'avais construit une porcherie de type industriel avec des cochons sur caillebotis, hein, une porcherie avec un prêt de 35 ans, donc je pouvais pas faire marche arrière. Hein, j'avais une porcherie Crédit Agricole. Donc, oui, c'est ça. Hein. Donc, j'étais complètement point et pied lié à cause d'une décision que j'avais prise en étant jeune paysan. Hein, et j'avais de difficulté à faire marche arrière. Mais malgré tout, je ne suis pas resté sans rien faire. Hein, puisque je m'étais fait empoisonné par un insecticide, eh bien, je suis arrivé à me passer à 100% d'insecticides sur la ferme, hein, en travaillant notamment avec des insectes auxiliaires ou des mésanges bleus. Hein, voilà, parce que la mésange bleue, pour moi, ça a été une révélation. J'ai découvert un livre dans le grenier de mon grand-père maternel qui, lui, était arboriculteur, travaillait au début du siècle dernier dans ses vergers avec des mésanges bleues, notamment pour lutter contre l'altis du cerisier. Et moi, j'ai découvert ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à réintroduire des mésanges bleus sur ma ferme, à les faire transhumer, à les faire reproduire, parce que la mésange bleue, c'est un oiseau extraordinaire. Tenez-vous bien, elle est capable de manger, d'ingurgiter jusqu'à 12 500 insectes ravageurs par jour. C'est extraordinaire. Et si vous avez 3 couples de mésanges bleus, 6 oiseaux de mésanges bleus à l'hectare, vous n'avez plus besoin de traiter chimiquement. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des mésanges bleus, j'ai aussi des charbonnières. La charbonnière est un peu plus fainéante, elle ne fait que 8000 prélèvements par jour, ou le rouge-gorge, qui est un petit paresseux, eh bien, il fait 5000 prélèvements par jour. Mais quand vous apprenez ça, vous avez un autre regard sur la biodiversité, sur la façon d'agir, sur ses collègues de boulot qui sont les mésanges. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des insectes auxiliaires qui sont le trichogramme contre la pyrale du maïs, mais aussi les mouches cataquinaires, les chrysopes, enfin un certain nombre d'animaux hein, qui sont des partenaires complètement. Et je suis arrivé à me passer à 100% d'insecticides. Et tout ça en gardant les mêmes rendements que mes voisins.
Alors, j'avais pas des rendements extraordinaires, j'étais pas dans les champions, mais j'étais dans la moyenne. Voilà. Alors, pour les fongicides, eh bien, ça a été encore un accident de la vie. J'ai un gamin qui a pris une maladie, la maladie d'Ezer-Moussous. Alors, personne n'en entend parler de cette maladie puisqu'il y a que 5 cas en France par an. Donc, c'est une maladie rare. C'est un champignon qui pousse entre le derme et l'épiderme, juste dessous la peau. Pour le soigner, le médecin nous a dit qu'il fallait mettre du permanganate de potassium dans le bain, qui fait ouvrir les pores de la peau. Et le gamin a guéri en 3 jours, 6 cachets de permanganate. La pharmacie m'en avait vendu 100. Il me restait 94 cachets. Je me suis dit, on va le mettre dans le pulvérisateur. On va mettre un cachet pour 100 litres. Et puis, j'ai réduit les doses de fongicides. Hein, je suis arrivé à réduire jusqu'à 2 tiers les doses de fongicides grâce à ça. Mais je le regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir être allé encore plus loin parce que dès qu'on met des fongicides sur son terrain, on tue certes les champignons pathogènes, mais on tue aussi les champignons mycorhiziens qui sont indispensables à la vie du sol. Indispensables parce que c'est grâce aux champignons mycorhiziens que la plante est capable d'aller chercher le phosphore dans la roche-mère. Et quand on sait que le phosphore, en 2030, on n'en aura plus, on aura épuisé l'ensemble du stock mondial de phosphore qu'on a aujourd'hui sur Terre. Donc, il faut impérativement qu'on revienne de toute urgence à plus mettre de fongicides pour que les champignons mycorhiziens puissent revenir, pour que la plante puisse se nourrir. Quand tu sais que le phosphore, c'est 2030, le potassium, c'est 2050, il n'y en aura plus, et que l'azote, c'est avec la fin du pétrole. Donc, si on ne veut pas aller vers une crise alimentaire, eh bien, il faut impérativement qu'on change tout de suite cette agriculture chimique et industrielle. Pour moi, c'est une impérative complet. Il y a une question justement pour Georges, je pense, puisqu'il est question du pouvoir de nuisance des lobbies de l'industrie agrochimique. Je pense que tu as été en contact à Bruxelles avec ces gens-là. Est-ce que tu peux nous dire plus, et en particulier maintenant, sur ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Revenir sur la PAC est en révision. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, là, dans le présent, dans l'actualité? Bien. Il n'y a des lobbies que parce que les politiques leur laissent prendre la place. Il faut arrêter de considérer que la responsabilité de cette situation est due à ces multinationales qui produisent des toxiques, des pesticides, des engrais, etc. Ils sont là, c'est vrai. Mais si le système de surveillance, de gouvernement, de politique et autres faisait un travail à destination de la protection des populations, ces grandes entreprises ne pourraient pas faire ce qu'elles veulent. Et je vais vous citer un exemple. Dans le film, on a parlé des AMM, les autorisations de mise sur le marché. On a vu une jeune femme nous montrer une pile de documents, nous disant, voilà, on travaille bien, vous avez vu, qu'est-ce que vous croyez, on s'intéresse à ci, on s'intéresse à ça. Il faudrait quand même savoir une chose, c'est que les AMM sont donnés pour un produit à partir du moment où le fabricant a fourni le bon dossier, a fourni les bons documents attestant que quelque part, dans un laboratoire, il y a quelqu'un qui a fait une étude de toxicologie sur ce produit. Et la multinationale fabriquant ce pesticide ne va pas communiquer à l'AMM les résultats de l'analyse. Elle va simplement s'assurer que le document qui a été fourni répond à la liste des documents qui ont été requis. De là, pourquoi y a-t-il autant de succès auprès du monde agricole de ces pesticides?
Eh bien, parce que toutes les structures qui entourent le ministère de l'Agriculture sont favorables, sont de ce côté-là. On a vu dans le film une dame qui nous a parlé aussi de la façon dont l'UIPP, l'Union des industries des produits phytosanitaires. Le mot phyto m'a toujours plu là. D'ailleurs, comme il a été défendu par l'agriculteur qui faisait la comparaison avec les médicaments. Il y a des excès de langage qui sont assez révélateurs de cette situation. Donc, cette jeune, pas jeune, puisque je l'ai connue à Bruxelles, elle n'est plus dans l'âge de la jeunesse, elle est donc chargée de la communication au sein de l'UIPP. Ben, vous l'avez entendu comment elle a parlé. Tout va bien. Ils font les analyses, ils font les recherches, ils font ci, ils font ça. Mais personne ne va contrôler le type de recherche, le type de test qu'ils vont faire sur la toxicologie, comme l'a montré cette dame d'un laboratoire à Toulouse, si je me rappelle bien, qui faisait des essais avec des rats en leur faisant manger le cocktail de pesticides comme nous les avalons. À partir de là, on peut se poser donc cette question que je viens de développer. Comment la situation actuelle peut changer avec une politique agricole? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. La PAC est un instrument financier qui n'a pour but que de favoriser l'agriculture industrielle et extensive, puisque on donne une prime à l'hectare. On ne donne pas une prime à un bon travail, on ne donne pas une prime à la protection de l'environnement, quoi qu'il y ait un peu d'argent qui est donné de ce côté-là, on donne des primes à l'hectare. Donc à environ 300-320 euros à l'hectare, que vous cultiviez ou que vous cultiviez pas, vous avez une prime. Donc que s'est-il passé? À partir de là, on voit une disparition des paysans. Vous savez, tout le monde le dit, tout le monde le sait, qu'on perd des milliers de paysans régulièrement. Je n'ai pas le chiffre exact, mais vous avez dû tous le lire comme moi. C'est une hécatombe de paysans qui abandonnent ce métier et qui fait que leurs exploitations sont reprises par un agriculteur qui est encore sur le terrain. Et en finale, lorsque ça devient beaucoup trop gros et beaucoup trop cher, ben c'est acheté par un banquier ou par un investisseur des fonds de pension. On commence à avoir des fonds de pension qui achètent des vignes, surtout là, chez nous, là, dans le sud de la France, en Provence, les fonds de pension, les banquiers. Donc il y a un développement qui, à l'heure actuelle, ne peut s'arrêter qu'à la condition que politiquement, le problème soit pris à bras le corps. Et pour que le politique le prenne à bras le corps, eh ben, il faut que le peuple lui fasse comprendre qu'il n'est pas d'accord et qu'il veut que ça change. Sinon, on continuera à avoir une ministre de l'Environnement qui remet en vigueur les néonicotinoïdes. Alors, juste pour vous donner une indication, les néonicotinoïdes, il paraît comme ils ne pouvaient pas l'utiliser, les betteraves à sucre, ils allaient en perdre une production extrême, 30, 40, 50%. On a même entendu des exploitations qui perdaient 70% des betteraves. Bon, en Italie, ça fait 3 ans qu'ils ont supprimé les néonicotinoïdes. Eh bien, leur production de betteraves sucrières n'a pas baissé, et l'année qui était si mauvaise en France, chez eux, elle a même un petit peu augmenté. Donc, on a affaire en permanence à un mensonge qui est mis en place par des structures de communication, des grandes entreprises et du politique. Parce que qu'est-ce que nous a dit Madame la ministre de l'Environnement? Mais non, que c'était nécessaire et puis qu'après on allait supprimer, etc. Les néonicotinoïdes sont autorisés dans les vignes. On les utilise. Voilà le résultat.
Allez, bon courage et à la prochaine question et à la suite par Gérard. Avec tout Vous avez, ça, nos auditeurs, ils vont être contents, hein? oui, mais ils sont contents. Il y a des remarques. Vos échanges sont passionnants. Bon, bravo, merci à vous deux. J'ai quand même quelqu'un là qui est Eric, qui a travaillé chez Rhône Poulenc Agrochimie et qui témoigne concernant les dossiers d'homologation. On n'envoie que les essais qui marchent. Les autres sont mis au panier. Voilà. Ça, c'est assez parlant. Ça, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, bon, écoutez, continuez tous les deux. C'est passionnant, hein, c'est très très bien. Voilà. Alors, moi ça ne m'étonne pas que les betteraviers, ceux qui arrêtent les nicotinoïdes, là, ils peuvent au moins garder leur rendement, voire les améliorer en y arrêtant, contrairement à ce qui est dit. C'est vrai que tant qu'ils auront des sols morts, parce qu'avec tous ces produits, on a des sols qui sont morts. Hein. Vous savez, il y a des études qui ont été faites. Aujourd'hui, dans 1 gramme de sol vivant, on a 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons. Dans un sol vivant, dans un bois qui n'a jamais eu de pesticides, qui n'a jamais eu d'engrais, hein, vous savez combien il y a d'êtres vivants en poids sur 1 hectare? C'est énorme. C'est 10 tonnes hectares d'êtres vivants à l'hectare, hein, en vers de terre et tous les insectes nettoyeurs, recycleurs qui sont là, qui travaillent, qui bossent, hein, qui sont présents. Dès qu'on utilise dès qu'on utilise des engrais ou des pesticides, eh bien, vous tuez toute cette faune qui est très intéressante pour le sol, pour la vie du sol. Donc, il faut redonner de la vie au sol, hein, et en redonnant de la vie au sol, eh bien, on va augmenter les rendements. De 1850 à 1950, la production de blé a doublé et il n'y avait pas de pesticides ni d'engrais chimiques, simplement avec le travail des paysans qui ont fait pour cette augmentation. De 1950 à 1995, on a pris 1 quintal par an, c'est-à-dire que c'est monté en flèche. Et depuis 1995, eh bien, la courbe, elle est plate. Elle est plate. Quand vous mettez la courbe de la quantité de pesticides et d'engrais vendus en France, vous avez exactement la même courbe de 1950 à aujourd'hui. La courbe, elle suit exactement la courbe du rendement en blé. Sauf qu'en 95, la courbe des produits chimiques ne s'est pas arrêtée. Elle a continué de la même façon. Même qu'en 2018, il y a eu 18% de produits chimiques vendus en plus que 2017. Hein. Donc, c'est exponentiel. Hein. Donc, voilà où on en est. Alors que si vous mettez 1950, on pouvait considérer que tout le monde était en bio. Pour les agriculteurs qui sont restés en bio, mais la courbe a continué de monter et on dit qu'en 2025, à moins qu'il y ait, grosso modo, en 2025, les deux courbes vont se croiser. Hein. Et alors c'est pas en blé, mais ceux qui, notamment en maraîchage, ceux qui sont en permaculture, ils ont déjà coupé la ligne de ceux qui sont en agriculture chimique et industrielle. Donc les solutions, on les a, il n'y a pas de souci. Il faut redonner de la vie au sol, faut refaire de l'agronomie, il faut arrêter les labours profonds, faut voilà. Mais ça mériterait une soirée complète rien que là-dessus. Voilà. Mais pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, depuis 1er janvier 2007, je suis à la retraite. Ma ferme continue puisque mon fils est rentré et leur ferme est en bio. Hein, parce que la porcherie qui m'avait empêché de passer en bio, eh ben, au bout d'un certain nombre d'années, elle est devenue obsolète. Et puis aujourd'hui, ils ont pu passer en bio. Donc voilà, hein, et le crédit agricole a été remboursé. Donc
Oui, Tu permets parce que je voulais reprendre sur quelque chose que tu viens de dire, à juste raison, juste avant dans ton exposé, qui effectivement ramène exactement là où est le problème, c'est-à-dire les sols, la fertilité, tout ce qui a été détruit par ces produits chimiques. Et je voulais dire par rapport à mon intervention précédente où j'invitais la population à se tourner vers le politique. Et là, je vais rajouter que, en fait, il y a une autre voie qui en ce moment marche beaucoup. C'est à travers des groupes d'associations, des collectifs, c'est d'attaquer le pouvoir en justice. Et tu as, et tout le peut-être que vous n'avez pas tous entendu parler de la plainte qui a été portée il y a un an par un tout petit groupe d'ONG et un seul syndicat, bon, bien sûr le mien, un syndicat qui a porté une plainte auprès de la Cour de justice européenne en disant que les nouvelles biotechnologies qui remplacent les OGM, mais qui sont la même chose, sauf qu'elles ont un joli nom, nouvelle no breed technology, ok, ça fait bien, ça fait sérieux, eh bien, violer la réglementation européenne qui interdit l'introduction dans le gène d'une plante ou d'un être vivant du gène d'un corps, d'un étranger. Interdiction d'introduire à l'intérieur du génome d'une plante ou d'un être vivant, interdiction d'introduire un gène étranger. Donc, on a gagné auprès de la Cour de justice européenne. Et cela a amené la Commission européenne à dire à tous les États, vous devez interdire. Le seul État qui n'a pas voulu l'entendre, c'est la France. Ça fait un an que nous avons porté au Conseil d'État une sorte de plainte en disant la Cour de justice a condamné la France, et la France doit exécuter cette condamnation. Personne ne bouge. Donc, il y a multiplication de ces plaintes, de la même manière que le maire en Loire-Atlantique, dans la commune de La Montagne, qui a décidé que les zones de non-traitement, c'était interdit de pulvériser des pesticides parce que lui considérait que c'était du dépôt de déchets toxiques, ce qui est interdit et que lui, maire, a le droit de les interdire, contrairement à monsieur le préfet, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui disent « Ah mais non, un maire n'a pas le droit de protéger sa population ». Eh bien, ils viennent d'être déboutés par un tribunal qui a dit « Oui, le maire a le droit de faire comme ça ». Et on peut vous en citer plusieurs des exemples. Alors, ne perdons pas courage, ayons confiance, rapprochons-nous des ONG, des associations. Vous en avez une là qui fait un travail depuis des années, qui est connue, et il y en a plein qui nous permettent à nous de vous apporter certaines connaissances, de faire les liens, comme le fait Gérard, par rapport à des sujets qui sont moins connus. On vous a moins parlé de la manque de fertilité des sols. 40% des sols en France sont devenus infertiles. Vous vous rendez compte? La Champagne, s'il n'y avait pas les ammonitrates, donc les engrais de synthèse tirés du pétrole, il n'y aurait pas de vignes qui pousseraient. Il n'y a plus rien, ils l'ont massacré. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de bio en Champagne. C'est pas pour rien que dans le Bordelais, ils se comptent sur les doigts d'une main les viticulteurs qui sont en bio. Et récemment, il y a une lanceuse d'alerte qui a apporté des résultats d'analyse sur des vins en montrant qu'il y avait des pesticides. Eh bien, elle a été poursuivie. Rendez-vous compte, elle a été poursuivie parce qu'elle avait apporté une vérité. Le tribunal de Bordeaux, bien sûr, ben oui, il l'a condamnée. Mais c'est pas fini. Ça va certainement pas s'arrêter là. Voilà, ça c'était un petit rappel des choses qui peuvent faire plaisir. Voilà. Faut savoir quand même au niveau des vins,
c'est Serralini et son équipe qui a fait une étude sur les vins. Ils ont analysé tous les crus et ils l'ont comparé à l'eau potable. Eh bien, tous les vins bio sont potables. On peut les boire. Et tous les vins non bio, ils n'en ont trouvé aucun qui est potable. Et alors, la comparaison, où ils en ont trouvé le moins, c'est un vin d'Ardèche, qui n'est pas bio, où il avait 600 fois la teneur de la potabilité de l'eau. Celui qu'ils en ont trouvé le plus, c'est un Bordelais où il y avait 1200 fois plus que la potabilité de l'eau. C'est-à-dire, je vous dis, à votre santé. Buvez du vin non bio, à votre santé. C'est une étude du professeur Serralini avec son association, le CRIGEN, hein, c'est ça? Le CRIGEN, ouais. Le CRIGEN, hein, qui ont fait cette étude-là. Et ils n'ont jamais été poursuivis pour ça. Hein. Donc, il y a le livre Le poison dans nos assiettes, hein, qui nous explique tout ça. Et il faut qu'on continue de se battre. Vous savez, moi, j'ai très peu confiance dans ce gouvernement français actuel. Moi, je fais partie de la Commission des droits de l'homme à l'ONU à Genève depuis un certain nombre d'années, depuis 1984, et j'ai participé à l'écriture de la Déclaration des droits des paysans. Eh bien, la France, qui se dit pays des droits de l'homme, s'est abstenue en 2018, le 17 décembre 2018, elle s'est abstenue sur la Déclaration des droits des paysans. Alors, pourquoi elle s'est abstenue? Hein, tout simplement parce qu'il y avait l'article 19, hein, où il est marqué le droit à la semence. Hein, et rien qu'à cause de ça, ouais. Eh bien, la France s'est abstenue, ce qui est un vrai scandale, hein, et qu'il va falloir se battre, hein, pour que ça, maintenant qu'on a une déclaration, pour qu'elle devienne une convention, parce que la différence d'une déclaration et d'une convention, la déclaration n'est pas contraignante alors qu'une convention est contraignante. Hein. Mais voilà, ça va être le boulot que je vais être amené à faire dans les années là qui viennent. Au niveau de l'ONU, pour pouvoir faire changer cette déclaration. Mais bon, elle a été votée sur l'ensemble des pays du monde. Hein, on a un certain nombre de pays qui ont voté contre, comme les États-Unis, le Canada, bien entendu, parce qu'ils défendaient, pour les États-Unis, ils défendaient Monsanto, pour le Canada, ils défendaient Dupont Pionnière. Voilà, et des pays comme la France, eh ben, ils se sont abstenus. Hein, on a un certain nombre, mais 75% de la population mondiale, enfin les pays qui représentent 75% de la population mondiale ont voté oui pour cette déclaration des droits des paysans. Et ça, j'en suis relativement fier parce que d'avoir participé, on a mis quand même 17 ans pour pouvoir la faire adopter. Donc, hein, ça a été un travail de très très longue haleine, mais on y est arrivé. Et puis, eh ben, maintenant, on va continuer le travail. Et maintenant, dans les pays, eh bien, il va falloir parce que toi, alors là, on n'est pas sur les pesticides, mais on est sur les semences, mais c'est tellement proche en même temps que maintenant, comme en France, on n'a pas le droit de s'échanger, de se vendre des semences entre nous, eh bien, il va falloir qu'on le fasse pour qu'on aille en procès, et après, dans ce procès, on pourra s'appuyer sur cette déclaration des droits des paysans. Hein. Voilà, et ça, moi, je suis assez confiant là-dessus, mais il faut qu'on le fasse. Hein. J'ai envoyé tout le dossier à Cocopelli pour qu'ils puissent justement, et qu'ils sont régulièrement attaqués, pour qu'ils puissent justement faire des procès dignes de ce nom. Voilà, donc on va avancer, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Alors, Michel, tu as des questions? Il y a beaucoup de réactions sur le chat. Hein. Des questions sur le vin bio. Eh bien, vas-y, lis-nous-les. Conventionnel rapporté par le Canard enchaîné, qui n'a jamais été poursuivi en justice pour fausse information, et qu'ils en aient parlé. On me parle aussi d'un film qui va être projeté jeudi, je crois, qui s'appelle Vigne dans le rouge. Ce serait bien que nos invités puissent y participer. Enfin là, c'est une autre association qui l'organise. Une source pour la PAC qui m'est signalée pour une PAC européenne remise rapport débat impactons. Y en a-t-il d'autres? Ce sont les mêmes sociétés. Un lien de l'association Cocopelli, voilà.
Oh, il y a trop de choses à lire, il y a beaucoup de choses, ça passionne tout le monde. Bon, écoutez, je sais pas, il n'y a pas de question vraiment précise. Voilà. Où se trouve la ferme de Gérard, composée dans l'Ain, hein, si... Alors moi, ma ferme dans l'Ain, elle se trouve à Saint-Trivier-sur-Moignan, très précisément. C'est une petite commune dans la Dombes, au nord de Lyon, 40 km au nord de Lyon, à 30 km au sud de Bourg et à 30 km de Mâcon. Vous voyez, vous faites un triangle Lyon, Bourg-en-Bresse, Mâcon, hein, et ben je suis dans ce périmètre-là. Voilà, c'est pour situer. Et tout à l'heure, on a parlé des herbicides. Et il faudrait que nos auditeurs sachent que même si on leur a annoncé que le glyphosate était fini, comme l'a expliqué tout à l'heure Gérard, je vais juste compléter un petit peu. En fait, il y a de nouveaux herbicides qui apparaissent sur le marché, dont la publicité est sans glyphosate. Et effectivement, il n'y a pas de glyphosate. Mais il y a une composition de produits dangereux qui est assez étonnante. On va y trouver dedans des métaux lourds, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, de l'arsenic, et surtout on va y trouver des HAP, hydrocarbures allophatiques, qui sont reconnus cancérigènes. C'est même pas probable, c'est reconnu cancérigène. Eh bien, ils ont eu une AMM. Voilà. Donc, il y a une ONG et plusieurs groupes de citoyens en collectif qui sont en train de porter plainte auprès des autorités pour dire vous avez autorisé quelque chose qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je m'excuse Gérard, tu as parlé d'additifs, non? Parce que le vrai mot, c'est des formulants. Je crois que tu l'avais dit, mais tu avais dit aussi, parce que souvent on dit Ouais. additifs, adjuvants, etc. Non, c'est formulant, reformulant. Voilà. Oui. Et donc, ils ne sont pas déclarés. Ils ne sont pas déclarés. Il n'y a que la molécule principale. Et dans ces herbicides, on va avoir le cas de l'acide pélargonique, qui fait penser aux fleurs. C'est pas les giroflées, mais bon. Ce travail à l'heure actuelle est général, il recouvre l'ensemble de l'agriculture, porté par les bio, les ONG, les associations. Il ne faut pas désespérer, on va bien y arriver, n'est-ce pas Gérard? Oui, on va y arriver. Hein. Est-ce que je peux répondre à Eric qui posait la question où il affirmait, je ne sais pas, il n'y avait pas de point d'interrogation, c'est les mêmes sociétés qui font les semences et les pesticides. Pas tout à fait, pas tout à fait. Les semences, il faut savoir que la France se situe dans le premier ou deuxième producteur au monde de semences. Il a les plus grosses sociétés lancées dans cette industrie de la semence. Les pesticides, à l'heure actuelle, sont plus du domaine de la chimie, les Bayer, Pionnier, et en fait, il y a peu de sociétés semencières qui fabriquent des pesticides, si ce n'est que elles ont une habitude commerciale, c'est qu'elles vendent aux agriculteurs la semence en lui disant pour que ça marche bien, il faut que tu utilises tel pesticide. Et il y a donc des liens commerciaux, industriels, économiques entre ceux qui fabriquent des pesticides en usine et ceux qui fabriquent les semences telles que l'Imagrain, par exemple, l'Imagrain qui fournit aux agriculteurs de la Limagne des lots, qu'il appelle ça des lots techniques, dans lesquels il y a la semence, il y a l'aide du technicien, il y a les pesticides. Et quand on interroge l'agriculteur céréalier, il vous dit, mais moi je ne sais pas, moi on m'a livré ça tout prêt, j'exécute ce qu'on me dit, et voilà comment on arrive à faire produire des blés qui sont pas dans comment je peux dire, répertoriés dans les gammes de blé qui sont
acceptable pour la nourriture humaine par une société qui se dit une coopérative. Limagrain, deuxième semencier au monde, est une coopérative. Il y a longtemps qu'ils ont perdu une voix, un vote. Ce que je peux dire, c'est que au niveau des semences, Bayer Monsanto, c'est 30% du marché mondial des semences. Deuxième, c'est Dupont Pionnière canadien qui représente 17% du marché mondial des semences. Et troisième, c'est Limagrain avec 5% du marché mondial des semences. Voilà la réalité. À cause du maïs OGM, à cause des OGM, ce que tu as cité, Bayer et Monsanto n'existe plus théoriquement. Voilà. Mais au départ, c'est les OGM, Gérard. Mais quand on prend les semences conventionnelles, entre guillemets, ou industrielles, tout ce que tu veux, tout le panel, ces deux-là ne font pas ce type de semences. Ils font que des OGM. Moi, c'est sur le marché mondial des semences. Oui, d'accord. Toutes semences confondues, hors semences paysannes. Pour éclairer nos auditeurs, quand dans les semences, on compte, comme tu l'as fait à juste raison, les OGM, effectivement. Mais les OGM, on essaye, nous, de se dire, bon, c'est pas dans la voie des semences. Et deuxièmement, chez nous, ils sont interdits. Il faut quand même le dire aux gens. Hein. On s'est assez battu dans les début des années 2000. Hein. On a assez manifesté, Michel, tu te rappelles, contre les OGM. Donc, ils sont interdits. D'accord, c'est vrai que les animaux bouffent du soja OGM, bouffent du maïs OGM, les poulets et compagnie. Mais la culture des OGM à destination animale ou humaine en Europe est interdite. Il faut le dire clairement, grâce à nos combats. Grâce à nos combats. Et tu sais, je fais partie du premier fauchage d'OGM qui a eu lieu en France, à Saint-Georges-d'Espérance, dans le Nord-Ardèche. Hein, et j'étais à ce moment-là responsable, j'étais porte-parole, secrétaire général de la Confédération paysanne Rhône-Alpes, quand on a fait le premier fauchage en Ardèche, chez nous. Donc, voilà. Hein, donc, voilà. On a un peu fiers de nos luttes. Hein, de nos luttes, parce qu'aujourd'hui encore, eh bien, les OGM sont interdites en France. Alors, il y a les OGM cachés avec le CRISPR. Les VRT. Hein, disons, on a tenu jusque-là et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de tenir. Hein. C'est pour ça, Gérard, que la Confédération paysanne, avec Attaque et puis, je ne sais plus qui encore, on n'était pas nombreux, a porté plainte auprès de la Cour de justice européenne contre ces nouvelles plantes qu'on appelle VRTH, qui sont des variétés résistantes aux herbicides. Ah, mais c'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est pas du transgène que c'est pas une manipulation. Hein, tout à fait. Voilà, hein, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le CRISPR-Cas9. Hein, c'est un ciseau à gène, hein, et qui fait que... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer à tout le monde, mais c'est vraiment... voilà, ils ont voulu détourner la législation en disant ben c'est plus du transgène, eh bien, mais c'est exactement de la même chose. Hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on en est là. Bon, mais on va gagner, hein, on gagnera, et grâce à la lutte, hein, parce que et puis en plus de ça, je trouve que la lutte c'est joyeux. La lutte est joyeuse, donc il faut y aller, quoi. Hein, regardez si on est heureux. Alors que, vous savez, avec ce que j'ai vécu au niveau santé, à cause de tout ça, c'est vrai que j'aurais pu tomber dans la neurasthénie et la morosité, et puis me renfermer sur moi-même. Mais grâce au mouvement paysan qui m'entoure, eh bien, aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux, même si je bande plus, quoi, quelque part. Donc, hein, c'est secondaire. Ben oui, mais bon. À nos âges. Quand tu as 35 ans, c'est pas forcément secondaire. Ouais.
Voilà. Donc, voilà, moi je dis la lutte est joyeuse, n'ayons pas peur d'aller à la lutte. Ouais, Bon, c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières années, là, ça a été un peu compliqué parce que à cause du Covid, moi-même, je l'ai pris tout au début, j'ai été très malade. Voilà, mais je m'en suis sorti et puis hein, on va y arriver, quoi. Et puis, alors, le gros avantage de cette année qu'on vient de passer, parce que s'il y a eu des inconvénients, il y a aussi des avantages, eh bien, comme j'avais plus de conférences à faire à travers la France, eh bien, je me suis mis à écrire un livre. Et là, cet après-midi, je suis dans la mise en page, il est fini d'écrire. Hein, il s'appellera Le berger des mésanges bleus. Voilà. Hein, et il va sortir d'ici un mois, 2 mois au plus, il sera sorti. Voilà. Je fais on peut ma pub. répondre que la lutte pour une autre PAC se déroule surtout à l'heure actuelle dans le monde agricole, avec des oppositions énormes, énormes. Au sein de l'Europe, on va faire un petit peu de géopolitique entre les pays du Nord, les pays de l'Est et les pays, on va dire, méditerranéens, c'est-à-dire l'Espagne, la France, l'Italie. Quand j'ai dit les pays de l'Est, c'est les nouveaux pays européens qui, eux, traits de caractère très particuliers, à part la Pologne, ont su conserver une agriculture traditionnelle et que si ils n'avaient pas été envahis par les acheteurs de terre, on aurait pu dire que la Bulgarie et la Roumanie auraient été les 2 premiers départements bio d'Europe, parce que c'est des pays où ils n'utilisaient pas de pesticides, ils n'avaient pas les moyens. Ensuite, il y a les pays du Nord. Quand je dis les pays du Nord, c'est l'Allemagne, Danemark, Hollande. Et ces pays, leur caractéristique, c'est qu'ils ne croient qu'à l'agriculture industrielle. Et toutes les discussions qui ont eu lieu à Bruxelles autour de la reconfiguration de la PAC, de sa modification, de l'intégration de l'environnement, même si il semble que de la part de l'Allemagne en particulier, il y a la volonté de mettre du vert, mais du vrai vert dans la PAC, que l'Autriche a vraiment fait le pas de ce côté-là. Il y a quand même, dès qu'il y a décision au niveau du trilogue des ministères concernés de l'agriculture, il y a un blocage. Et les derniers blocages les plus durs, c'est les Hollandais. Les Hollandais ne veulent absolument pas entendre parler d'une prime PAC, non plus à l'hectare, mais en somme au nombre de travailleurs qu'il y a sur le terrain, au respect de l'environnement, au respect des règles de protection de l'eau, de la nature, etc. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a un blocage total. Alors les Français ne sont pas non plus des saints. Hein. On a un ministre de l'Agriculture, quand il va à Bruxelles, il défend les gros céréaliers, il défend les gros viticulteurs, point à la ligne. Voilà, il faut savoir ça. Donc c'est pour ça que c'est développé, Nathalie, c'est développé en France, ces actions pour une autre PAC. Elles sont en lien avec des mêmes mouvements qui existent en Allemagne, en Italie du Nord, pas en Espagne à ma connaissance. J'ai vu dans le chat qu'il y a une dame qui demande la position de la Confédération paysanne par rapport aux pesticides, la position aujourd'hui. Moi, je voudrais bien que tu la dises, Georges. Ok, merci Gérard. Donc, alors, actuellement, la position, elle a fait l'objet d'un document qui est une motion qui a été votée par ce que l'on appelle le CN, le collectif national. Nous sommes pour une sortie progressive des pesticides avec les moyens et les aides nécessaires aux paysans qui doivent se convertir, mais en premier, on doit supprimer tout de suite les CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens.
Parce qu'il y a une espèce de... Il y a une difficulté, même au sein de la Confédération paysanne, pour un certain nombre d'agriculteurs, de paysans, comment je peux dire, à passer du jour au lendemain d'une technique, et Gérard l'a bien dit tout à l'heure, hein, on n'y va pas comme ça du jour au lendemain. Donc, la position de la conf, c'est de dire aider les paysans, car à la conf, il y a pas mal de bio. Je dirais que ça représente un pourcentage que l'on ne préfère pas dire, parce que sinon ça va fâcher les autres. Il y a nécessité pour ceux qui ne le sont pas d'être aidés financièrement, c'est pas tellement. C'est que les centres de recherche, l'INRA en particulier, cette INRA qui, elle, a favorisé cette agriculture industrielle, elle est en train de se modifier comme on l'a un peu entendu dans le film, mais pas assez. Il faut que l'INRA travaille en montrant que on peut produire aussi bien, comme l'a dit Gérard, aussi bien en n'utilisant pas de pesticides. Mais pour ça, les paysans qui n'ont pas encore changé, ils ont besoin de cet appui technique, de cette espèce de confirmation. Parce qu'ils vous disent, oui, peut-être, mais moi, je ne sais pas, etc., etc. Voilà. L'air pur de naguère. Pour commencer la misère. Les OGM vont arriver, et par magie tout va changer. On va nourrir toute la planète, les marchands de graines sont à la fête. Fini les légumes de naguère. Pour les abeilles c'est la galère. Et pour nous tous c'est le cancer. Eh bien voilà, voilà. Merci à tout le monde, c'était super génial. Merci à vous deux en tout cas, un grand merci, ça m'a fait grand plaisir, en particulier de revoir Gérard, qu'on n'a pas vu à Draguignan depuis 4 ans quand même, quasiment jour pour jour, parce qu'il était là le 23 mars pour la semaine des alternatives aux pesticides, toujours. Oui. Les pesticides sont arrivés, et par malheur tout est pollué. L'air et les champs contaminés, et les beaux mecs stérilisés. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les légumes de naguère. Fini les légumes de naguère. Les vers de terre sont en enfer. Les vers de terre sont en enfer. Pour produire plus, on tue la terre. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique.